Vendredi, le 8 mars, journée internationale du droit des femmes, nous étions nombreuses et nombreux dans les rues pour rappeler que dans cette société capitaliste, rien n'est acquis à jamais et qu'il faudra toujours se battre pour le droit des femmes à disposer de leur corps, par exemple. Macron et son gouvernement, ils veulent se repeindre en rose avec la constitutionnalisation de l'IVG. Mais sa politique de rentabilité menée dans la santé, qui conduit à la fermeture de centres IVG et de lits dans les hôpitaux, ne nous laisse pas dupes. Inscrire la liberté des femmes à recourir à l'avortement sans garantir un accès réel dans les faits à toutes les personnes qui n'ont pas le choix que de recourir à l'IVG, c'est du pipeau. Rappelons que la Constitution garantit le droit au logement aussi. Quelle efficacité! En début d'année, Macron parlait de réarmement démographique. Mais quoi de plus contradictoire avec le droit à l'avortement? Et par-dessus ça, c'est News qui parle de l'avortement comme première cause de mortalité dans le monde. Franchement, le message est passé. Le rôle des femmes pour tous ces réactionnaires, c'est faire des gosses pour la Sainte Mère, Patrie. De plus, ignorer et minimiser les accusations de violences sexuelles dans le monde du spectacle, jusqu'à dire que le dégoûtant Depardieu rend fière la France, c'est aggraver un peu plus les oppressions quotidiennes des femmes, y compris au travail où certains de leurs collègues et chefs peuvent se sentir encouragés dans leurs comportements les plus abjects. C'est aussi mettre le couvercle sur les violences au sein de la famille et les féminicides. Alors voilà, Macron et son gouvernement, ils ont fait leurs mesures féministes de l'année, du mandat, mais franchement, tous leurs actes et leurs discours ne laissent entrevoir qu'une seule chose, qu'ils sont là pour maintenir l'ordre. Un ordre patriarcal dans un monde capitaliste où les femmes sont une variable d'ajustement du capital. Tantôt à la maison pour faire des gosses et s'occuper de la famille, et tantôt au boulot quand il manque de la main-d'œuvre. Enfin, quoiqu'aujourd'hui c'est les deux, à la maison et au boulot. C'est la double journée de travail. Parce que oui, beaucoup, si ce n'est toutes les femmes de la classe ouvrière, n'ont pas le choix que de trouver du boulot pour pouvoir vivre. Sauf que ces boulots sont mal payés, hommes ou femmes d'ailleurs. On voit bien qu'aujourd'hui, nourrir une famille avec 1 ou même 2 SMIC, c'est pas possible. Beaucoup sont dans le rouge de plus en plus tôt dans le mois. Ah, ça les patrons, ils peuvent dire qu'ils font de l'égalité salariale. L'égalité dans la misère surtout. Mais quand on regarde les chiffres, en moyenne en France, les femmes, elles sont payées 24,4% de moins que les hommes pour compétences et temps de travaux égaux. Mais ce chiffre, c'est qu'une moyenne et ça ne reflète pas vraiment la réalité. Par exemple, ça ne dit pas que 30% des femmes, elles ont des temps partiels. Donc si on prend en compte le fait que les femmes ont beaucoup plus de temps partiel que les hommes, on doit bien être bien au-delà des 24,4% de salaire en dessous de ceux des hommes. Quelques heures de ménage, de garde d'enfants, de travail en caisse, de garde d'immeubles, autant de boulots féminisés qui sont à temps partiel parce que les heures sont découpées, irrégulières. Les temps partiels sont souvent imposés. Et quand ils sont choisis, les raisons sont très souvent pour s'occuper des tâches domestiques, des enfants ou de parents. En tout cas, mi-temps ou pas, les travailleuses ont souvent 2 journées de boulot en 24 heures. C'est métro, boulot, famille, dodo. Ouais, quand elles rentrent du boulot, il y a une autre journée qui commence, il y a un mari et des enfants à s'occuper. Et la famille reste l'endroit où se perpétuent la plupart des violences sexistes et des violences sexuelles. On pense bien sûr aux femmes qui meurent sous les coups de maris violents, celles qui se suicident, mais aussi à tous les viols qui ont lieu au sein de la famille. La famille est l'endroit où se perpétue le plus grand nombre de viols dans cette société. En fait, ce qu'on voit, c'est que la condition des ouvrières, des travailleuses aujourd'hui, elle ne garantit en rien leur émancipation. Elles ont des boulots généralement moins payés du fait des temps partiels, ou même quand ils sont ex aequo avec les hommes, c'est ex aequo au SMIC, dans la pauvreté. Du coup, impossible pour toutes les femmes qui le voudraient de prendre leur indépendance et de partir loin d'un mari violent, ou même juste de partir pour X raisons. Impossible de quitter son boulot qu'on ne supporte plus pour en trouver un autre. Du fait des bas salaires, les femmes de la classe ouvrière ont beaucoup moins la possibilité de changer de situation dans la vie. Mais les femmes, au travail, ce n'est pas toujours l'exploitation et la soumission, heureusement. Parfois, c'est la résistance et la lutte. La lutte pour de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail, comme les Verts Baudet il y a 1 an qui chantaient fièrement « Viser la thune, ça ne me fait pas peur, même à l'usure, j'y crois en corps et en cœur ». Lutter ensemble pour de meilleurs salaires, elles ont eu raison d'y croire et de se battre, parce qu'elles ont obtenu entre 90 et 140 € net en plus sur la fiche de paye chaque mois et l'embauche de 30 intérimaires. La grève, c'est l'arme des travailleurs et des travailleuses contre les patrons pour exiger de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail.
Mais la grève, ça n'est pas juste une lutte du travail contre le capital. La grève, c'est une pause dans l'exploitation. C'est l'occasion de relever la tête, de discuter avec les collègues, de se rendre compte que la solidarité, ça existe toujours. C'est l'occasion de parler du quotidien intenable dans lequel les ouvrières travaillaient, des remarques des chefs pour les maintenir la tête baissée. Et cette solidarité entre ouvrières, elle donne la confiance aux femmes de répondre à leurs collègues masculins qui se permettaient des blagues sexistes. Ça donne la confiance aussi de remettre en question la répartition des tâches domestiques à la maison. En fait, voilà où je veux en venir. La lutte pour l'émancipation des femmes, elle n'est pas extérieure à la lutte des classes. Parce que précisément quand les ouvrières entrent en lutte, y compris aux côtés des ouvriers, c'est plein de questions et de discussions qui s'ouvrent. Et notamment la question de la place de la femme dans la société capitaliste. Bref, ce n'est pas un hasard si la condition des femmes s'est améliorée quand la classe ouvrière est entrée en lutte. Et pour expliquer comment la grève elle accélère cette prise de conscience et améliore concrètement les conditions de vie des femmes ouvrières, rien de tel que de se plonger dans le quotidien des ouvrières de Douarnenez il y a 100 ans. Alors, Douarnenez, c'est là, en rouge, là, au nord de Quimper. Voilà une carte. Donc en 1924, Douarnenez, c'est le plus grand port sardinier de France avec Concarneau, qu'on voit qui est juste au sud de Quimper. Dans ce coin du Finistère, on compte 21 fabriques de conserves concentrées sur le port, proches des habitations, qu'on voit en rouge sur la carte, encadrées en rouge. Donc pour dresser un tableau en 2 coups de pinceau de la population de Douarnenez, disons que tous les hommes, quasiment, enfin beaucoup, sinon tous, sont des marins. Les autres soudent les boîtes de conserve dans lesquelles les femmes, à l'usine, les sardinières, vont emboîter les sardines. Pour nourrir la famille, il faut gagner des sous. En 1924, beaucoup de femmes sont des mères célibataires, car la guerre, elle a fauché tous les maris. Et puis, dans cette ville qui célèbre souvent les noces d'un pêcheur et d'une sardinière, la mère qui prend l'homme parfois ne le rend pas. Alors les femmes vont à l'usine, là où il y a du travail. Sauf que vivre de ce travail est impossible avec 80 centimes par heure. La loi de 1919 fixe la journée d'usine à 8 heures. Mais à Douarnenez, c'est pas compliqué. Les patrons font comme si ça n'existait pas. Une sardinière qui file vers la conserverie n'a aucune idée, et parfois même n'a aucune idée de l'heure et parfois même du jour où elle rentrera chez elle. Elle est à l'usine 10, 15 ou même 18 heures d'affilée. Les très influents industriels bretons ont obtenu de Paris des dérogations en ce sens, et Paris a posé une condition, que le travail ne dépasse pas 72 heures par semaine, ce sur quoi le patronat local s'assoit. Que leurs employés emboîtent les sardines à en crever n'est pas leur problème, et tandis que les filles éprouvent dans leur chair ce que veut dire tomber de fatigue, eux dorment dans leur maison de maître, sur le front de mer, les doigts de pied en éventail. Et le travail de nuit vaut pareil que le travail de jour, c'est-à-dire pas grand-chose. Alors forcément, les conflits sont réguliers. Face aux revendications salariales, les patrons ont parfois dû céder au cours des années précédentes, notamment lors d'une grève étendue à 20 usines de la localité à l'été 1917 et lors de conflits usine par usine au début des années 1920. En mai 1923, 47 ouvrières obtiennent notamment une rallonge de 10 centimes du salaire horaire après quelques heures de débrayage. Sur l'essentiel, ces grèves n'ont pourtant que peu amélioré une condition ouvrière très dure dans les usines depuis plusieurs décennies. Et quand les femmes sont libérées de l'usine, les voilà déjà à essuyer la vaisselle, frotter le linge ou à raccommoder les filets de pêche. Dans ces années-là, le partage des tâches domestiques n'en est même pas à l'état de concept. Rares sont les ouvrières d'usine qui disposent pour leur famille d'une chambre et d'une cuisine. Le chez-soi se compose, la plupart du temps, d'une salle unique, parfois dans des maisons communes avec une famille dans chaque pièce. Donc on entend bien sûr tout ce qui se passe chez les voisins. Du coup, la vie déborde sur le trottoir. On se retrouve pour le café sur les trozous, les marches devant la maison. Les filles, dès 8 ans, sont avalées par l'usine. Bon, légalement, il faudrait attendre les 12 ans. Elles sont donc embauchées sous un faux nom et cachées dans les trous à sel quand les inspecteurs du travail passent. Ce n'est pas par gaieté de cœur que les parents envoient leurs filles à l'usine, mais parce que l'argent manque. Et donc, pour faire passer la fatigue, les ouvrières, elles chantent.
Un des chants est interdit, c'est saluer les riches heureux. Donc elle le murmure doucement. Donc voilà, on va en écouter un extrait. Chaque matin au lever de l'aurore, voyez passer ces pauvres ouvriers, la face blême et fatiguée encore. Où s'en vont-ils se rendre aux ateliers? Petits et grands, les garçons et les filles, malgré le vent, la neige et le grand froid, jusqu'aux vieillards et les mères de famille, pour le travail, ils ont quitté leur toit. Saluez, riches heureux, ces pauvres en haillons. Saluez, ce sont eux qui gagnent vos millions. Ces ouvriers, en quittant leur demeure, sont-ils certains de revenir le soir? Car ils n'ont pas de jour ni même d'heure, que l'on envoie victime du devoir. Car le travail est un champ de bataille, où l'ouvrier est toujours le vaincu. S'il est blessé, qu'importe qu'il s'en aille à l'hôpital, puisqu'il n'a pas d'écu. Saluez, riches heureux, ces pauvres en haillons. Saluez, ce sont eux qui gagnent vos millions. Donc voilà, la chanson est un peu plus longue, mais si vous voulez, c'est sur YouTube pour écouter la suite. Et donc retour à, en 1924, du coup, ce 19 novembre 1924, les marins sont de retour de la pêche. Dans les ruelles, on entend les cris des contremaîtresses. Les filles à l'usine, qui appellent les ouvrières au boulot. Sur les quais, les marins sont en train de débarquer. Il faut être au plus vite à l'usine pour emboîter le petit poisson bleuté qui s'abîme vite. Un jour, peut-être, on installera la réfrigération, mais d'ici là, les ouvrières doivent être au plus vite à l'usine pour mettre le poisson en boîte avant qu'il ne pourrisse. Les ouvrières entrent dans les bâtiments où les vieux vitrages empoussiérés découragent la lumière d'y pénétrer. Les ouvrières s'apprêtent, comme chaque jour où il y a du boulot, à rester debout pendant des heures, dans ces cabanes où il fait trop chaud l'été, trop froid l'hiver, où la terre au sol se change en boue noire et glissante mêlée au sang de la poiscaille, et où l'odeur des entrailles de poisson accompagne le travail des sardinières, des heures durant, odeur qui imprègne leurs vêtements et leurs cheveux. Mais 2 jours plus tard, le 21 novembre 1924, les sardinières laisseront le poisson pourrir et les patrons perdront 123 000 boîtes de conserve. Tout part de l'usine Carnot. Le contremaître, un certain Trelu, a refusé de recevoir les sardinières qui voulaient parler de leur paye et de ce trop plein d'heures à travailler d'affilée qui les use. Le refus est pris pour ce qu'il est, du mépris. C'est l'offense de trop. 100 ouvrières et 40 manœuvres de la métallurgie, donc dans les fabriques de boîtes de conserve, quittent les ateliers. Ils vont, par petits groupes, certains en chantant l'Internationale, d'une usine à l'autre, propager la contestation. La grève se généralise à l'ensemble des usines de Douarnenez, sous l'impulsion des ouvrières en grève. L'arrêt du travail est presque total, et le mouvement est général. 3/4 des grévistes sont des ouvrières, aussi appelées femmes d'usine. La préfecture dénombre plus de 2200 grévistes. L'Humanité, donc le journal du Parti communiste en France, dénombre
plutôt 3000 grévistes. Longue et violente, la grève dure 7 semaines. Qui a déclenché la grève? Quelqu'un qui en a eu marre. Au départ, on ne pensait pas que la grève aurait été si longue. C'est les femmes qui ont fait cette grève. C'est elles qui demandaient des salaires plus... Elles demandaient Pem Préal Avo. Donc, je ne sais pas si je prononce bien, mais bon voilà. 25 sous. Elles demandaient 25 sous de l'heure. C'était ça le slogan. Partie d'un coup de colère contre le mépris des patrons, la grève devient vite une lutte de longue haleine pour arracher les 25 sous que le patronat refuse aux ouvrières. Ces femmes qui mettaient le poisson en boîte des dizaines d'heures par jour et en qui le patronat ne voyait que de la main-d'œuvre, elles s'initient à la lutte. Et c'est cela, au fond, qui a fait de cette grève un événement marquant dans l'histoire de la lutte des classes en France. Donc à cette époque, la mairie de Douarnenez est dirigée par un parti nouvellement formé en 1920, le Parti communiste. Après la victoire de la Révolution en Russie et la fondation de la Troisième Internationale, de multiples partis communistes se forment en Europe, en opposition aux vieux partis sociaux-démocrates qui ont envoyé les travailleurs à la boucherie en 1914. En France, c'est en 1921 qu'a lieu le congrès de Tours qui voit la scission de la SFIO entre communistes et socialistes. Donc, les socialistes, c'est les traîtres qui envoyaient tout le monde à la guerre en 1914. Et donc les militants communistes qui forment désormais le Parti communiste en France, même s'ils portent le même nom, ils n'ont à peu près rien à voir avec le Parti communiste qu'on verra des années plus tard, dans les années 30 et jusqu'à aujourd'hui, quoi. Vraiment, c'est plus du tout... les militants du jeune Parti communiste en France, c'était, ils se réclamaient de la révolution russe, ils faisaient aucune concession avec les patrons, contrairement aux socialistes qui étaient prêts à dire d'aller à la guerre, quoi. Donc les militants communistes représentent une nouvelle force politique qui cherche du coup à contester tout ce que dit, l'influence en fait des socialistes sur la classe ouvrière. Et donc, pour ce faire, les communistes participent bien sûr aux échéances électorales. Et surtout, ils se mettent au service des travailleurs qui luttent. Et la grève de Douarnenez en est un très bon exemple. Le maire de la ville est un communiste, Daniel Leflanchec, que vous voyez ici. Celui-ci soutient dès le premier jour les ouvrières en grève, laissant l'écharpe tricolore pour le drapeau rouge. Il n'y a pas de syndicat à Douarnenez, peu de militants capables d'aider les travailleuses dans leur lutte. Alors Leflanchec fait appel à ses camarades qui viennent de Paris et d'ailleurs en France. Les journalistes de l'Humanité viennent couvrir les événements pour populariser le conflit auprès des travailleurs de tout le pays. Et une militante de la CGT-U, donc c'est pareil, c'est une scission dans la CGT, donc dans le syndicat, comme dans le parti politique, quoi, entre d'un côté les communistes et les socialistes, et du coup la CGT-U c'est la CGT communiste, et donc une militante de la CGT-U, Lucie Colliard, s'investit pleinement dans l'organisation de la grève. Cette enseignante éduquée, qui ne parle pas un mot de breton, parvient à se lier avec des ouvrières de Douarnenez et à leur faire prendre conscience de leur force. Comme elle et aussi tous les autres en fait qui se lient aux ouvrières, les ouvrières, elles les appellent avec sympathie les étrangers. Donc Lucie Colliard, elle est déléguée du 3e congrès de l'Internationale communiste en 1921 et elle est élue à la direction de l'Internationale communiste des femmes. Elle se situe à l'avant-garde du combat féministe, y compris dans son propre parti, encore jeune et principalement composé d'hommes. Les femmes sont capables de se défendre par elles-mêmes, de parler en leur propre nom. Voilà les idées qu'elle défend en général et dans cette grève en particulier. Je fais également un appel pressant aux femmes qui, jusqu'à ce jour, ont eu tort de se reposer sur leur mari. Il y a en France 3 millions de femmes qui travaillent, 3 millions de femmes qui devraient former le beau bataillon pour lutter contre le capital. Donc voilà, j'avais envie de mettre cette phrase parce que c'est une phrase qu'elle a dit lors d'une réunion de négociation avec les patrons, mais voilà quoi, enfin, c'est exactement ça, c'est du...
féminisme ouvrier, quoi. Enfin, voilà. Et donc la révolution en Russie fut l'irruption des masses opprimées et exploitées sur le devant de la scène politique. Du statut d'objet de l'histoire, elle passe à celui de sujet, et en particulier pour les femmes. Parce qu'en libérant la classe ouvrière, la révolution visait à libérer l'ensemble de la société. Et les décrets pris par l'État ouvrier concernant les femmes en témoignent. Un décret établit le mariage civil et non plus religieux, et donc aussi le divorce, sur simple demande de l'un des deux au moins. L'objectif est de ne plus attacher les femmes à un mari et à un foyer. En plus, les femmes, elles peuvent demander une pension au père d'un enfant, même conçu hors mariage. L'avortement est dépénalisé. L'État fait tout pour créer un réseau de crèches et de jardins d'enfants, pour libérer la femme des tâches de femme au foyer, pour qu'elles aient la possibilité notamment de travailler et de faire de la politique, comme les hommes. L'État ouvrier déclare par ailleurs la non-ingérence de l'État et de la société dans les relations sexuelles entre individus, sauf en cas de violence. Après la guerre civile, une grande campagne d'alphabétisation est lancée. En Russie, à cette époque, plus de 80% des femmes étaient analphabètes. Alors, leur apprendre à lire et à écrire, c'est leur donner les moyens de s'émanciper aussi. Et surtout, pendant la Révolution russe et après, les femmes prennent des responsabilités politiques dans les usines, dans les quartiers, mais aussi au sommet de l'État. On pense par exemple à Krupskaya, Inès Armand, Alexandra Kollontai et plein d'autres en fait, moins connues, quoi, mais qui faisaient partie aussi de toute la vie politique en Russie. Et n'oublions pas que la Révolution russe, elle a commencé un 8 mars par des manifestations d'ouvrières du textile qui sont allées débrayer leurs collègues. Bon, en clair, le féminisme, c'est loin d'être considéré comme quelque chose d'annexe ou à part de la lutte des classes. Et ça fait pleinement partie de la politique des communistes et des militants et des militantes comme Lucie Colliard en France en sont l'incarnation. Donc retour à 1924 à Douarnenez. Un comité de grève est constitué et se réunit chaque jour pour discuter des perspectives de la grève. Il est élu à chaque réunion, il est réélu à chaque réunion par un vote à main levée. Les réunions ont lieu presque tous les jours et rassemblent à chaque fois 2000 à 3000 ouvrières. Le comité de grève organise le ravitaillement des grévistes, donc en gros le repas midi et soir, et les négociations avec le patronat pendant plus d'un mois. Chaque jour, après la réunion, les ouvrières partent en manifestation. Des manifestations qui regroupent quand même 5000 personnes dans cette ville de 12 000 et quelques habitants. Les ouvrières qui aiment chanter apprennent un nouveau chant, celui de l'Internationale, que les communistes feront imprimer à 2000 exemplaires. À 2 reprises, fin novembre, les patrons annulent un rendez-vous de négociation avec les grévistes. Non mais attendez, discuter avec des ouvrières et des communistes, franchement, ça serait à se rabaisser. Ils veulent tenir jusqu'au 3 janvier, la date d'ouverture de la pêche. Ils misent sur les marins et l'irrésistible appel de la mer pour diviser les grévistes et obliger les ouvrières à reprendre le boulot. En plus de ça, le patron, Béziers, c'est le patron un peu le plus influent de la région, il porte plainte à la préfecture contre le maire Flanchec pour atteinte à la liberté du travail. En effet, lui et les autres patrons concernés par la grève veulent que les affaires continuent grâce au stock de conserves dans les différentes usines. Mais à chaque fois qu'un transporteur veut accéder aux réserves, les ouvrières en grève s'y opposent. Et évidemment, les patrons ne sont pas contents. Au final, la plainte n'aboutit pas en faveur des patrons. Pas grave, ils ont un plan B. S'ils doivent payer plus cher les sardinières, ils achèteront moins cher le poisson des pêcheurs pour se rembourser. La chose se sait à Douarnenez, et leur calcul fait monter l'indignation d'un cran dans la ville. Le matin du 4 décembre, 4 voitures à cheval d'un transporteur arrivent pour convoyer du stock jusqu'à la gare. Une 50aine de femmes leur barrent le passage, obligeant le conducteur à faire demi-tour. Le transporteur demande la protection des gendarmes pour escorter le convoi qui repart vers Tréboul en fin de matinée. Donc Tréboul, c'est juste à côté de Douarnenez. De nouveau, la foule s'interpose et hurle au conducteur de respecter la grève. Un cheval prend peur, se déporte, fait tomber une gréviste dans la boue qui prend son sabot et le balance sur un gendarme. L'incident se sait.
Dans un journal bourgeois de l'époque, Le Temps, le patron Béziers raconte que maintenant les pouvoirs de police de Douarnenez sont aux mains d'un véritable soviet et qu'il assiste à l'installation rampante d'une dictature communiste. Le 5 décembre, le magistrat exige que le maire Flanchec donne une explication avant 4 heures de l'après-midi de l'incident qui s'était passé. Il ne le fait pas, et du coup, il est suspendu de ses fonctions de maire par le ministre de l'Intérieur. Parce que oui, toute cette affaire, elle remonte, on parle des grévistes même au Conseil des ministres, vraiment c'est un truc qui fait parler partout en France, quoi. Et donc le préfet d'Emar veut régler l'affaire au plus vite et demande aux industriels d'ouvrir des négociations. Justin Godard, le ministre du Travail, donc vous voyez au milieu, va recevoir les 2 délégations. Du côté de la grève, ce sera 3 sardinières, Lucie Colliard et 2 ou 3 usiniers. Et du côté du patron, ce sera Béziers et 2 autres responsables. Le 15 décembre, le ministre du Travail reçoit les 2 délégations, chacune leur tour, parce que les patrons refusent tout contact avec ces révolutionnaires notoires. À 9h du soir, en raccompagnant les sardinières, le ministre leur dit « Vos patrons sont des brutes et des sauvages ». Ce mot est resté dans les annales de la ville. Après la rencontre, Béziers et ses amis se rendent en toute discrétion au siège du syndicat libre, le syndicat patronal, qui est à rue Bonaparte. Ce bureau propose la location de briseurs de grève. Repris de justice s'offre à qui peut y mettre le prix. Et devinez ce qu'ont prévu les patrons. Ces crapules vont payer des gros bras pour aller casser la grève. Pendant 15 jours, des gars vont aller traîner dans les bars, dans les rues de Douarnenez pour critiquer les communistes et proposer de l'argent aux grévistes qui voudraient reprendre le travail le 3 janvier. Le 1er janvier, en fin de journée, l'ex-maire, désormais, parce qu'il a été démis de sa fonction, le Flanchec, il a rendez-vous au bar L'Aurore. 4 briseurs de grève sont là aussi. Ils picolent beaucoup. Et ce pourquoi ils ont été embauchés ne fonctionne pas très bien. La grève continue. Ils rongent leurs freins. Et voici que monte du fond de la salle la voix de Le Flanchec qui la ramène encore avec son international. Ça ne plaît pas aux briseurs de grève, saouls, qui commencent à gueuler. Et puis l'un sort son revolver et tire sur le marin qui lui avait répondu. Le Flanchec surgit et bim, le voilà à terre, la gorge en sang. Un autre marin hurle, touché à la cuisse. Les tireurs s'enfuient et tirent encore dans la rue en s'échappant. Le docteur de la ville est appelé d'urgence, ainsi que 3 ambulances de Quimper. Les 4 voyous sont partis se réfugier à l'Hôtel de France, lieu de rendez-vous de la bourgeoisie locale, et puis c'était là où logeaient en fait tous les briseurs de grève, mais sous protection de la gendarmerie. Le bruit court qu'ils ont tué Flanchec. Les femmes accourent avec les pêcheurs. Après des semaines de manifestations où le calme avait été le mot d'ordre, la colère des sardinières éclate. Elles veulent faire la peau à ces ordures, et surtout à Béziers, le commanditaire. La foule force la haie d'uniforme pour rentrer dans l'hôtel, et en 10 minutes tout est saccagé. La vaisselle, les tables et les chaises autour desquelles ont festoyé les notables. La caisse et les bouteilles d'alcool sont emportées. Des gendarmes à cheval, appelés en renfort, ont sorti le sabre pour déblayer la rue et repousser les femmes qui hurlent que c'est une honte de s'en prendre au peuple. Au final, des gendarmes sont blessés, mais la troupe parvient à cacher les briseurs de grève dans la cuisine et l'écurie de l'hôtel, et ils s'en sortent physiquement indemnes. Une manifestation déterminée, nocturne et pluvieuse, n'éloigne les manifestants qu'après 23h30. Le lendemain matin, une fiche de l'hôpital de Quimper arrive à la mairie. Monsieur Le Flanchec va mieux, son neveu plutôt mal, le 3e tout à fait bien. La nouvelle se répand avec soulagement. Le maire, qu'on croyait mort, est vivant. Et voici que la fusillade se retourne d'un coup contre ses commanditaires. Les journalistes de droite qui couvraient encore avec méfiance cette grève de moscovites voient les choses telles qu'elles sont. Depuis le début, les communistes n'ont pas été violents. Et aujourd'hui, 2 d'entre eux sont à l'hôpital. L'Humanité titre à Douarnenez, première flaque de sang fasciste. À Douarnenez, ce n'est plus les 25 sous qu'on réclame sous le grand drapeau rouge, mais la justice.
Elles apprennent le 4 janvier que les usiniers sont prêts à négocier. Pour toutes les grévistes, les choses sont claires. Les patrons ne cèdent que parce qu'ils sont tenus responsables des crimes du 1er janvier. Lucie Colliard félicite ses bonnes camarades. Elle sait, cependant, qu'elle devra bientôt leur parler de ce qui reste à obtenir. L'hygiène dans les usines, des vestiaires propres, des garderies, une chambre d'allaitement, des crèches. Le lendemain, les pourparlers s'ouvrent. Les patrons concèdent une augmentation, mais seulement la moitié de ce que demandent les ouvrières. Ils ne voient pas non plus pourquoi il faudrait payer plus cher les heures de nuit et les heures supplémentaires. Ah, ils ne voient pas ? Pas de problème, les ouvrières vont leur montrer. Toute la journée, elles chantent sous les fenêtres des négociations le plus fort possible « Non, non, notre maire n'est pas mort », en faisant claquer les sabots. En plus de ça, la perquisition à Paris du syndicat patronal fournit à la justice toutes les preuves qu'il fallait. Béziers et ses amis sont bien responsables des crimes du 1er janvier. Et puis pour en rajouter une couche, les pêcheurs sont bien repartis en mer le 3 janvier, mais en mettant en place une stratégie. Ils réussissent à vendre leur pêche à d'autres industriels que ceux de Douarnenez. Les patrons finissent par accepter le 6 janvier toutes les revendications. Les 25 sous, le salaire majoré de 50% après 10 heures du soir, le paiement des heures d'attente du poisson. Oui, parce que en gros, quand elles étaient appelées, quand les marins débarquaient le poisson, le temps d'attente entre que le poisson arrive, quoi. Enfin, le moment où elles arrivent à l'usine et que le poisson arrive, où elles commencent à travailler, en fait, ces heures-là, elles n'étaient pas payées, alors même qu'elles étaient sur place. Et donc là, elles vont se faire payer ces heures-là. L'application de la loi de la journée de 8 heures aussi, ce que les patrons avaient défini comme étant inacceptable, là, ils sont obligés de le mettre en place, c'est la journée de 8 heures, de même que la présence de syndicats. Ainsi, brusquement, c'était la fin victorieuse du conflit. Mais les ouvrières qui attendaient la sortie des patrons qui venaient signer le contrat leur firent la haie en leur criant « Vive la grève !» ce cri si souvent entendu à Douarnenez pendant près de 7 semaines. Le 7 janvier, dernière manifestation de 10 000 personnes qui suivaient le comité de grève et les bannières syndicales. La grève de quelques 3 000 femmes dans une petite ville de 12 000 habitants dans le fin fond du Finistère est devenue un conflit politique à l'échelle nationale, car bientôt, c'est tout le pays qui, au travers de la presse, était amené à se prononcer pour ou contre les sardinières. Imaginez la panique des bourgeois dans les journaux. Et en plus, sous pression des députés communistes, le président du Conseil a été forcé de voter une aide de l'État aux grévistes. Tout ça, c'est sous l'influence des militants communistes qui se sont mis au service de la grève et qui l'ont popularisée. Ça nous montre ce qu'un parti révolutionnaire est capable de faire, même sans être un parti de masse, avoir une influence à l'échelle nationale à partir d'un conflit local. Au 47e jour de la grève, les sardinières, elles ont gagné. Elles ont gagné l'augmentation de leur salaire, l'amélioration des conditions de travail, mais elles ont gagné bien plus encore. Parce qu'après la grève, l'état d'esprit des ouvrières a fondamentalement changé. Dans un récit de Lucie Colliard de 1925, que j'avais mis en couverture au départ, Une belle grève de femmes, elle relate des discussions avec des ouvrières qui ont fait grève. Donc je vais en lire quelques extraits. « Nous n'avions pas de syndicat. Nous nous jalousions entre nous au lieu de nous unir. Maintenant, nous nous défendrons tous ensemble, les hommes et les femmes, les jeunes et les vieilles, les sardinières et les marins, comme dans cette grève. Nous savons maintenant, par l'expérience que nous venons de faire, que nous avons tous les mêmes intérêts, et que si les patrons nous dressent les uns contre les autres, c'est pour mieux tondre les uns et les autres. Toutes les autres ouvrières de partout peuvent en faire autant. C'était la misère chez nous. Eh bien, nous avons fait grève, tout ensemble. Mais nous avions des communistes à la mairie. Ça nous a beaucoup aidés. » Voilà. Elle qui, au début, craignait les patrons et limitait leurs revendications, maintenant, elle chante l'international. Elle ne salue plus le curé qui, d'ailleurs, parce qu'en fait, il les a pas du tout soutenus pendant la grève, il les a même mis en garde. Il a refusé l'absolution à des grévistes. Et puis les ouvrières, elles se syndiquent à la CGTU, 2000 ouvrières en tout cas, il y a 2000 cartes qui sont faites.
Mais comme dans toute grève organisée collectivement et démocratiquement, les grévistes ont pris confiance en elles grâce à la solidarité et à la lutte apprise au cours des dernières semaines. Imaginez ces sardinières il y a 100 ans, comment la lutte a dû les transformer et transformer leur rapport en fait à tout le reste de la société et donc y compris à leur mari, dans le foyer, dans la famille. En fait, c'est un exemple concret de ce que je disais un peu plus tôt. Voilà comment la grève, elle peut poser la question de la place des femmes dans la société. Et ça, c'est en 1924, mais c'est aussi en 2024. Et le parti, il tire lui aussi des conclusions de cette grève. Dans son organe théorique, les cahiers du bolchevisme, Marie Dubois écrit qu'il faut maintenant mener un travail d'organisation systématique des ouvrières. Il faut que le parti compte dans ses rangs des femmes travailleuses, capables de diriger les luttes des ouvrières et de les mener jusqu'à la victoire. Pendant les élections municipales de 1925, le Parti communiste présente des femmes sur chaque liste alors même qu'elles n'ont pas le droit de vote. À Douarnenez, c'est une des grévistes, Joséphine Pancalé, qui devient la première femme élue à un conseil municipal. Bon, son élection est invalidée par le Conseil d'État, puisque les femmes n'ont pas le droit de vote, mais le symbole n'en est pas moins fort. Alors voilà, de la grève des sardinières à Douarnenez en 1924 à aujourd'hui, comment mener la lutte féministe ? Bon, dans cette grève, des ouvrières ont lutté pour avoir une meilleure vie. Elles ont lutté collectivement. Et c'est dans ces moments de la lutte des classes, quand les opprimés relèvent la tête, que l'ordre de la société peut être remis en question. Et pas seulement l'ordre capitaliste, mais aussi l'ordre patriarcal, l'ordre raciste et plein d'autres, enfin voilà quoi, l'ordre des dominants quoi. Après la grève, oui, c'est une remise en question en fait de toutes les discriminations de la société quoi. Et donc après la grève, les sardinières, elles en sont ressorties transformées, de même que les Verts Baudets et puis que tant d'autres en fait. Dès qu'il y a eu des grèves organisées collectivement, démocratiquement et voilà, forcément en fait ça crée un autre rapport aux autres et du coup ça donne vraiment confiance quoi. C'est ce qu'on voit là avec ces sardinières. Mais bon, j'en dis pas plus. Là, maintenant, peut-être on peut discuter de tout ça et de voir comment ça résonne avec la société aujourd'hui.